Bonjour à tous. Donc, on va parler de déficit constitutionnel rare et des problèmes que ça pose pour l'anesthésie. Nous n'avons pas de conflit d'intérêt. Alors, les maladies hémorragiques constitutionnelles sont des maladies hémorragiques rares, c'est le nouveau nom d'ailleurs, et ça comporte des pathologies plaquettaires, la maladie de Villeprand et les déficits en facteurs de la coagulation avec majoritairement l'hémophilie. Là, on restreint le champ d'action parce qu'on va parler de déficit constitutionnel rare de la coagulation. Donc, de fait, on élimine les plaquettes, le Villeprand et l'hémophilie qui constituent 95% quasiment des déficits en facteurs de la coagulation. J'arrive pas à voir. Donc, du coup, on est vraiment dans le rare parmi les rares, puisque voilà, les déficits de la coagulation rare, c'est à peu près 3 à 5% des maladies hémorragiques. La prévalence, elle peut être un peu plus importante si on est dans des situations de forte consanguinité. Et finalement, ça concerne les déficits en fibrinogènes, en facteurs 2, 5, 7, 5 et 8 combinés, le 10, le 11, le 13, et puis ce qu'on appelle les déficits combinés, les facteurs vitamine K dépendants. Et alors oui, j'ai pris le parti, moi, d'utiliser les chiffres arabes parce que trop de barres, ça me perturbe. Et il faut savoir que parmi ces déficits constitutionnels rares, il y en a des encore plus rares qui sont de dépistage un peu plus ciblés. Il y en a même, c'est vraiment des choses qui sont sorties récemment. Et au-delà encore, il y a ce qu'on appelle les bleeding unknown cause ou les impasses. Ce sont des patients qui ont clairement un phénotype hémorragique, mais dont on n'a pas de preuves biologiques. Alors, ces déficits constitutionnels rares, je les ai listés ici avec leur prévalence. Et ce qu'on voit de suite, c'est que clairement, le déficit en 7 et le déficit en 11, à eux deux, c'est 2/3 de ces déficits. Le 11, c'est 1 pour 100 000. Le 7, c'est 1 pour 300 à 500 000 cas. Prévalence. Alors, l'avantage, c'est que la plupart sont très facilement dépistés par le bilan standard TP-TCA fibrinogène. TP et TCA explorent le fibrinogène, le 2, le 5, le 10. Le TP explore le facteur 7. Le TCA explore le 8, le 9, le 11. Je vous ai mis le 12 en italique et en petit parce qu'il n'entraîne strictement aucune symptomatologie hémorragique. Et le fibrinogène, c'est le fibrinogène, l'activité qu'on a facilement partout et donc qui est très bien exploré. Alors, j'attire juste votre attention sur le fait qu'un TP-TCA fibrinogène ne vous donnera strictement aucune information sur le taux de facteur 13 qui intervient après. Et puis au passage, même si du coup on est un peu hors sujet, aucune info sur les plaquettes. Et retenez aussi que le Villeprand, on peut avoir tout à fait une maladie de Villeprand avec un 8 normal et donc le TCA sera normal. Alors, ces maladies hémorragiques sont prises en charge dans une filière de soins, maladies rares. Donc, on a tout un réseau de soins, des centres de ressources et compétences, des sites constitutifs pour gérer ces patients-là, pour la prise en charge diagnostique et thérapeutique de toutes ces maladies, avec donc des centres et des RCP nationales. Les patients suivis se voient fournir une carte de soins avec stipulé dessus leur pathologie, le traitement, les coordonnées d'un référent. Donc, c'est aussi une question à poser à vos patients parce que vous aurez de suite les référents à qui vous pouvez téléphoner. On a des astreintes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et je vous ai mis le lien du site Mémo parce que vous aurez cette carte avec pour chaque site vraiment tous les numéros de téléphone. Et le travail des filières de soins, c'est aussi d'émettre des référentiels. Et en 2021, la filière Mémo a produit ce PNDS déficit rare en protéines de la coagulation. Donc, c'est des référentiels de bonnes pratiques qui ont été élaborés par les centres de compétences et on va beaucoup s'en servir là. Voilà, donc pour nous, anesthésistes, quand on est en consultation d'anesthésie, vous avez compris le sujet de cette présentation, c'est de savoir comment dépister ces déficits rares de la coagulation et puis comment gérer ceux qui ont déjà un déficit de la coagulation connu. Donc pour dépister les patients qui auraient eu un déficit de la coagulation connu, eh bien, il faut qu'on trouve un système qui est simple, rapide et si possible peu coûteux. Ça concerne 99,9% comme des patients qu'on va voir en consultation d'anesthésie. Et donc, qu'est-ce qui peut nous aider, que nous recommandent des sociétés savantes nationales et internationales? Et est-ce qu'il existe un score ou plusieurs scores
qui peuvent nous permettre de discriminer, de déterminer quels sont les patients à qui on va faire un bilan d'hémostase. Alors, pour les scores, j'ai refait un peu le tour de la question. En fait, il y a un certain nombre de scores que je vous ai mis ici. Là, ce sont des recommandations australiennes qui avaient listé les scores pour diagnostiquer les déficits de la coagulation tout venant. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est le temps qu'on met pour faire ce score. Ce sont des scores de rechercher des facteurs de risque hémorragiques familiaux et une diathèse hémorragique. Et vous voyez que dans la majorité des cas, enfin la plupart de ces scores, c'est entre 20 et 40 minutes pour réaliser le score. Donc quand on réfléchit au temps qu'on a en consultation d'anesthésie, c'est-à-dire un quart d'heure en moyenne, c'est totalement impossible d'utiliser ces scores cliniques. D'autre part, ce sont des scores qui sont surtout spécifiques du facteur Willebrand, et donc dont on ne va pas parler aujourd'hui, mais qui ne sont pas spécifiques des autres déficits. Alors, il y a le score mSToPS. Est-ce que vous le connaissez? Qui le connaît? Levez la main. D'accord. Est-ce que vous l'utilisez? Levez la main. Ah, pas beaucoup. D'accord. Donc, le score mSToPS, finalement, je n'ai trouvé que celui-là qui peut être utilisé en pratique clinique en consultation d'anesthésie au quotidien. C'est un score qui est composé de 7 questions ouvertes que je vous ai mis ici, de 1 à 6A et 6B, ça fait 7, et qui est l'acronyme noté en haut à droite de hématome, hémorragie, ménorrhagie ou ménométrorragie, chirurgie, les dents, l'obstétrique et la famille. Donc, on va le lire ensemble, comme ça permettra de voir quelles sont les questions comprises dans ce score. Avez-vous déjà consulté un médecin ou reçu un traitement pour un saignement prolongé ou inhabituel, saignement du nez ou d'une petite coupure? Donc ça, je pense qu'on le pose un petit peu spontanément, la question. Avez-vous tendance à faire des bleus de plus de 2 cm? Donc ça, c'est important, ne posez pas la question. Faites-vous des bleus? Il faut caractériser le bleu, donc 2 cm, et des hématomes importants, sans choc, spontanément, ou bien après un choc minime. Troisième, avez-vous consulté votre dentiste pour saignement après une extraction dentaire? Quatrième, avez-vous saigné de manière anormale après une intervention chirurgicale, exemple végétation ou amygdale? Cinquième, est-ce qu'il y a des membres de votre famille qui sont suivis pour une maladie de la coagulation, exemple Willebrand, hémophilie? Et puis les 2 dernières, ça concerne les femmes, avec avez-vous consulté un médecin et reçu un traitement pour des règles trop abondantes? Et puis, avez-vous saigné de façon anormale après un accouchement? Alors, d'où vient ce score, finalement? Eh bien, il vient d'une seule étude qui a été publiée en 2016 par une équipe suisse, et qui, en fait, ils ont pris 113 patients, et ils ont fait trois cohortes, que vous avez dans le diapo là. Bon, la flèche ne marche pas. Ils ont pris une partie de patients, 38 patients, qui avaient une diathèse hémorragique adressée à l'hématologue et à qui on avait donné un traitement avant la chirurgie. Le deuxième groupe, c'était 25 patients au milieu, adressés à l'hématologue, mais on ne prescrivait pas de traitement avant la chirurgie. Et puis enfin, un troisième groupe contrôle de 70 patients. Et ils ont fait le score mSToPS à tous ces groupes, et ils ont regardé quels étaient les résultats moyens de chacun de ces groupes, et ils ont comparé la sensibilité et la spécificité de ce score à la sensibilité et la spécificité des tests biologiques, c'est-à-dire TP-TCA. Et qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve que dans le groupe qui a eu une substitution pour une chirurgie, le score était en moyenne à 2. Celui qui n'avait 2, donc il avait 2 critères, ça veut dire qu'il avait 2 oui aux 7 questions. Le groupe qui n'avait pas eu de substitution, mais qui avait vu l'hématologue, il avait en moyenne à 1, et le groupe contrôle avait un score à 0. Et vous voyez qu'ils avaient déterminé la sensibilité de ce score mSToPS à 89% et la spécificité à 98%, avec un risque de faux négatif de 1 pour 1000, c'est-à-dire une fois sur 1000, on a un score mSToPS très bas, alors qu'on a un déficit, une pathologie de la coagulation. Et si on compare par rapport à la spécificité sensibilité des tests biologiques, eh bien on voit que c'est clairement supérieur, puisque la sensibilité du TP-TCA réuni pour diagnostiquer ces pathologies, c'est 26%, et la spécificité théorique, c'est 97%. Je n'ai pas trouvé d'autres études qui revoient ce score et revalident ce score. Et donc les auteurs préconisent, et par exemple nous à BICES, c'est ce qu'on utilise en consultation d'anesthésie, que lorsque on fait un mSToPS et que le score est supérieur ou égal à 2,
au nombre de oui obtenus sur les 7 questions, eh bien, on fait un bilan biologique, donc standard, TP-TCA fibrinogène, et on demande un avis à l'hématologue. Pour ce qui est des recommandations, est-ce qu'il faut faire une TP-TCA fibrinogène avant la chirurgie? En France, donc, j'ai mis les 3 sociétés savantes où il y a quelques recommandations. En France, les recommandations sur les examens préopératoires pour la chirurgie, c'est 2012 et c'est écrit en gras souligné. Il est recommandé de ne pas prescrire de façon systématique un bilan d'hémostase chez les patients dont l'anamnèse et l'examen clinique n'ont pas suspecté de troubles de l'hémostase, et ça, c'est quelle que soit la population. Donc, ASA, âge, type de chirurgie, type d'intervention, y compris en obstétrique. Et le seul groupe à exclure, ce sont les enfants qui n'ont pas acquis la marche. Ça, je pense que vous êtes à peu près tous à jour sur cette recommandation. Quand on regarde les autres sociétés, donc la société anglaise, elle recommande de faire un bilan. Donc, c'est pas très lisible, mais en gros, le orange, c'est la zone où on fait une hémostase. Pour les chirurgies majeures ou complexes, chez des patients particuliers, par exemple une pathologie hépatique, des patients qui sont sous anticoagulants ou s'il y a une recommandation locale de la structure. Et enfin, les Américains, eux, sont un peu plus, on va dire, pragmatiques. Eux, ils disent que chez tout patient asymptomatique, une anomalie de l'hémostase est retrouvée donc, de manière extrêmement variable selon les études, entre 0 et 21%, mais finalement, ça ne change pas notre stratégie. Donc l'intérêt de faire un bilan biologique se pose. Et enfin, chez certains patients identifiés, une anomalie biologique est retrouvée dans des valeurs qui sont extrêmement variables. Donc, en gros, pour résumer, les sociétés savantes ne sont pas en faveur d'un TP-TCA fibrinogène avant la chirurgie, sauf peut-être les Anglais pour les chirurgies lourdes. Et puis le prix, parce que bien sûr c'est coûteux. Donc je vous ai mis ici, Cécile, on a regardé combien coûtait NUM TP-TCA fibrinogène. Ça, ce sont les prix APHP. Parce que si vous allez en biologie privée, c'est plus cher. Hein. Et donc vous voyez, par exemple, c'est 18 € le combo numération plaquette sans la formule TP-TCA fibrinogène. Donc non seulement ce n'est pas indiqué, et en plus c'est très coûteux. Voilà, donc en résumé sur les patients pour rechercher un déficit rare de la coagulation ou en général un trouble d'hémostase, faites le mSTOP. Et puis en fonction des résultats, il est dans le système Orbis informatique, pour ceux qui travaillent à la PHP, c'est le système informatisé. Dans la consultation d'anesthésie, vous avez le score, donc ce n'est pas la peine de connaître les 6 items par cœur, et vous cochez. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a un patient qui a un déficit connu rare de la coagulation? Donc vous voyez, on vous l'a dit, ça représente entre 1 sur 50 000 et 1 sur 1 million de patients. Et là, donc on a ce patient, on le voit, il a par exemple un déficit en facteur 11, qu'est-ce qu'on fait? Alors, avis hémato, quand est-ce qu'on substitue? À combien on substitue pour avoir quel taux de facteur? Et puis toujours la même question, est-ce qu'on peut faire une ALR, et en particulier une ALR périmédulaire? Et donc je laisserai la réponse à Anne. Donc ces patients-là, nous on les voit en consultation en hémostase. Du coup, on a 20 minutes que pour ça, mais bon, on dépasse souvent quand même aussi. Une grande partie de la consultation, nous, c'est de l'interrogatoire qui va concerner le patient et aussi la famille. On fait toujours des arbres généalogiques, on recherche la consanguinité. On va beaucoup poser de questions sur la symptomatologie hémorragique au quotidien. C'est-à-dire qu'on va rechercher des signes de tendance hémorragique cutanéo-muqueuse qui orientent plutôt vers de l'hémostase primaire ou de saignement profond qui orientent plus vers des problèmes de coagulation. La symptomatologie cutanéo-muqueuse, c'est les épistaxies, gingivorragie, ménorrhagie et bien sûr la tendance échymotique dont on va essayer de savoir si cette symptomatologie elle est spontanée ou provoquée. Puis j'ai oublié la symptomatologie profonde. Là, c'est plus des hématomes, des hémarthroses. Donc voilà, on recherche toutes ces questions-là. Est-ce que c'est spontané, provoqué? J'ai oublié de mettre ou disproportionné, parce que c'est normal d'avoir un bleu si on se cogne, mais des fois, il y a des choses qui sont bien trop énormes. Pour essayer de quantifier, on demande au patient s'il y a des retentissements, s'il a déjà été traité où elle a déjà été traitée par du fer, s'il y a eu des anémies, s'il y a eu des traitements mis en place. Certains saignements spécifiques, surtout en pédiatrie, nous orientent, des saignements à la chute du cordon ou des hémorragies intracérébrales chez les tout petits, ça nous fait penser facteur 13 à fibrinogénémie.
Donc ça, on est sur les choses au quotidien. On s'oriente aussi, on questionne après sur les chirurgies, les gestes invasifs, les traumatismes, comment ça s'est passé, est-ce qu'il y a eu des reprises, des complications post-opératoires, des réhospitalisations, des transfusions, des traitements spécifiques. Donc on pose ces questions-là pour le patient, mais aussi pour la famille, en tout cas les premiers degrés. Ensuite, bien sûr, on sait que ces réponses-là, il faut les pondérer. L'héménorragie, c'est 25% des femmes. Questionner sur des règles importantes, c'est compliqué, donc on s'aide beaucoup du score IGAM pour essayer de quantifier les choses. Les gingivorragies, on leur demande d'abord s'ils vont régulièrement chez le dentiste, parce qu'on sait que le tartre, ça fait saigner. Est-ce qu'ils ont des activités physiques à risque? Et puis la grande question aussi, c'est quels sont les médicaments pris, anti-inflammatoires, les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, mais aussi la phytothérapie, l'huile de poisson, tout ça. On essaye de faire une petite enquête. On fait un examen clinique qui est sommaire, mais qui est assez focalisé sur la recherche d'échymoses et d'hématomes, dont on essaye de quantifier le nombre, la taille, les âges et la localisation, parce que alors il y a les gens qui vont venir pour un petit bleu de temps en temps, et puis il y en a qui arrivent qui sont avec des échymoses de taille importante, de plus de 5 cm, d'âge différents. Donc là, franchement, ça nous fait changer de braquet. La localisation est importante. En général, on a des échymoses là où on se cogne, c'est les jambes et les bras. Puis des gens arrivent avec des échymoses sur l'abdomen, le dos, le visage. Donc ça nous met une petite alarme. On regarde aussi s'il y a des cicatrices. Ça aide à faire le tour de toutes les interventions, des tatouages, des piercings, et on pose des questions. Avec tout ça, on fait le score ISTH-BAT, parce que, alors certes, il est long, il est cumulatif, il est imparfait, mais il a une valeur prédictive proche de 99%. Et ça reste celui qui, pour nous, en hémostase, est recommandé. Alors, on n'a pas le temps de le faire à la consulte, on le fait après. Et je vous ai relisté les items qui sont vus. Donc, c'est ce qu'on a vu, épistaxie, saignement cutané, saignement après petite blessure, les saignements de la bouche, les saignements gastro-intestinaux, hématurie, les saignements après extraction dentaire, chirurgie, l'héménorragie, les saignements postpartum, puis on passe sur le profond, les hématomes, les hémarthroses, les saignements du système nerveux et les autres saignements. Et avec tout ça, on décide du bilan qu'on va faire. Alors, le bilan de base, pour nous, c'est toujours l'hémogramme TP-TCA fibrinogène. L'hémogramme, on le fait avec la ferritine, d'ailleurs, pour essayer de repérer une anémie, ce qui vient appuyer ou infirmer un peu ce qui a été annoncé à l'interrogatoire. TP-TCA fibrinogène, c'est la base, on a vu que ça oriente pas mal. Ça, c'est vraiment des tests de routine que vous pouvez avoir très facilement. Si on voit quelqu'un pour une symptomatologie hémorragique et que l'interrogatoire va dans ce sens, on fait systématiquement avant même d'avoir connaissance du TCA, les dosages de facteurs 8, 9, 11. Et si on est orienté vers une symptomatologie d'hémostase primaire, on rajoutera le bilan Villebrand qui contient l'activité, l'antigène et le facteur 8. Alors ces tests-là, ça devient plus du spécialisé. Dans les centres hospitaliers, c'est quand même fait très très facilement, bon, parfois pas quotidiennement, mais quand même, c'est du spécialisé, d'accès assez facile. Par contre, sachez que même dans les CHU à la paix, c'est difficilement accessible la nuit et le week-end. On le fait vraiment que si on est acculé. Ensuite, si, dans un deuxième temps, si on a été orienté vers l'hémostase primaire et que le bilan Villebrand est normal, on pousse plus loin et là, on passe à l'exploration des plaquettes par agrégométrie, cytométrie. Alors là, c'est vraiment du très spécialisé. Les plaquettes, ça ne voyage pas, ça n'attend pas, donc c'est des gens qui doivent venir sur place, c'est sur rendez-vous. Alors là, c'est quasiment déjà très difficile à avoir en urgence et alors vraiment impossible nuit et week-end. Ce bilan biologique, il faut savoir qu'il y a des petits trucs qui peuvent vous embêter. L'importance du préanalytique, alors on va vous faire hurler en disant votre tube n'est pas bien rempli, il a trop traîné, il est coagulé, c'était pas dans les bonnes conditions de conservation et des interférences, tout ça. Souvent, ça s'est crispé au téléphone. Mais sachez que si analytiquement, on peut faire les tests de tout ça, mais on vous rendra des résultats faux, ce qui est l'intérêt de personne. Donc ça peut vraiment compliquer le cheminement d'un patient parce que ça peut faire du temps, perdre du temps. Ensuite, il y a l'accessibilité de ces tests. Je vous ai dit, là, ce qu'on appelle la voie endo 8, 9, 11, c'est quand même très, très facile. Études plaquettaires et le facteur 13, alors là, c'est très spécialisé. En plus, vous n'êtes pas aidé par le TP-TCA fibrinogène, donc ça ralentit un petit peu le processus et ce n'est pas fait partout.
Ensuite, un petit aparté pour le facteur 7. Certaines mutations font que le meilleur test pour connaître son activité, c'est d'utiliser de la thromboplastine. Elle est fichue. Thromboplastine humaine, qui n'est pas le réactif utilisé en première intention dans la plupart des labos. Donc là aussi, on peut perdre de l'information. Sachez qu'une grande cause d'allongement des TCA, voire des fois des TP, c'est les anticoagulants circulants. Ce n'est pas parce que même on aurait prouvé que c'est un anticoagulant circulant que ça nous dit que le facteur 8, 9, 11 sont normaux, donc il faut quand même les tester. Et à l'inverse, on peut avoir un TCA raccourci s'il y a un syndrome inflammatoire. Donc une fois qu'on a l'interrogatoire et qu'on a fait nos tests, se pose encore une complication, enfin une difficulté, qui est le fait qu'on n'a pas une très bonne corrélation clinico-biologique pour tous ces déficits. La corrélation, elle est quand même plutôt très bonne pour les afibrinogenémies, les hypofibrinogenémies, les déficits combinés en 5 et 8, le 10 et le 13. Elle est faible pour les dysfibrinogenémies, les facteurs 5 et les facteurs vitamino K dépendants. Et elle est absente, ou en tout cas très difficile, très mauvaise pour le facteur 11. Donc on se retrouve quand même confronté à devoir réfléchir, à remettre à plat tous les éléments qu'on a vus. Donc là, on vous a montré tout ça vient du PNDS, donc le protocole national de soins publié l'année dernière, que vous pouvez lire, c'est très facile à lire, et qui fait des propositions sur la prise en charge des patients qui ont des déficits rares de la coagulation. Et donc dans ce document, ils ont déterminé des chirurgies à risque hémorragique. Et ils ont classé en 2 catégories, le risque majeur et le risque mineur, en fonction du type de chirurgie. Ce qui est intéressant de ça, ce qu'on peut retenir, c'est que, en gros, toutes les chirurgies sont considérées comme majeures lorsqu'on a, donc à risque hémorragique, lorsqu'on a un déficit rare de la coagulation. Et vous voyez, dans mineur, finalement, qu'est-ce qu'on peut retrouver le plus intéressant, parce que pose de voie veineuse et synoviorthèse chimique, ça nous fait pas trop peur, on va dire. Mais par contre, sont considérés comme mineurs une extraction des dents de moins de 3 dents et pas de dents de sagesse, la cataracte, l'exérèse de lésions cutanées, et je rajouterai aussi les endoscopies digestives sans polypectomie, mucosectomie, etc., sachant que, comme on en discutait tout à l'heure, on ne sait jamais si on ne va pas devoir faire une polypectomie, et finalement, on se met dans la situation où on va considérer qu'il y a un risque hémorragique. Je reviens un tout petit peu sur le M-stop, j'ai oublié de dire quelque chose. Il faut vraiment poser les questions, lire les lignes et poser les questions. Parce que par exemple, nous, on a des internes en consultation d'anesthésie et ils retrouvent plus souvent des M-stop supérieurs ou égal à 2 que moi, ou que les plus anciens. D'accord ? Parce que souvent, si vous dites, est-ce que vous saignez facilement du nez ? Oui. Est-ce que vous avez des règles hémorragiques ? Oui. Est-ce que quand vous cognez, vous faites des bleus ? Oui. Donc vraiment, toutes ces questions doivent être précisées avec les 7 questions qui sont dans le M-stop, donc la taille de l'hématome, la reconsultation, la reprise chirurgicale, etc. Alors, dans ce document où on trouve tout, il y a aussi le seuil hémostatique. Donc le seuil hémostatique, c'est le seuil au-delà duquel le risque hémorragique est absent ou extrêmement faible. Et donc vous avez ici les facteurs, donc à gauche, fibrinogènes et tous les facteurs, et puis entourés en violet, les seuils de chaque facteur au-dessus desquels le risque hémorragique est quasiment nul. Et donc vous voyez que pour tous les facteurs, en gros, c'est autour de 20%, et pour le fibrinogène, c'est autour de 1,5%. Et donc on comprend bien que quand on va être en dessous de ces seuils, là va se poser la question de la substitution. Ils ont aussi proposé une attitude selon le type d'anesthésie. Donc ils ont parlé de l'ALR, alors périmédulaire mais aussi périphérique. Et ils ont fait ces propositions. Donc, en gros, quand on veut faire une ALR périmédulaire, est-ce qu'on peut faire une ALR périmédulaire ? À quel seuil ? Et est-ce qu'on peut substituer pour faire une ALR périmédulaire ? Donc, les propositions sont celles-ci. L'ALR périmédulaire est autorisée lorsque le déficit, c'est tout en haut, est supérieur au seuil hémostatique de sécurité.
Donc c'est autorisé. Si le patient ne saigne pas, et donc on a dit déjà qu'il n'y a pas de souvent pas de corrélation clinico-biologique, ils ont un seuil bas mais ils ne saignent pas, et si les patients ont eu une chirurgie qui s'est bien passée, qui n'a pas saigné. Ça, pour tous ceux qui sont au-dessus du seuil hémostatique, on peut proposer, qui ne saignent pas, on peut réaliser une ALR périmédulaire. Pour ceux qui ont un déficit qui est inférieur au seuil hémostatique de sécurité, l'ALR est contre-indiquée en l'absence de traitement substitutif. Alors ça se discute, donc on est toujours dans du cas par cas, comme c'est très très rare ces pathologies, parce que si c'est un patient qui n'a absolument pas de symptomatologie clinique, qui a déjà eu des chirurgies qui ne saignent pas, qui a un seuil limite, qui a 28 pour un seuil hémostatique à 30, etc. Donc il faut toujours bien sûr faire le rapport bénéfice-risque. Et en ce qui concerne la substitution pour faire une ALR périmédulaire, eh bien là, une phrase un petit peu laconique qu'on peut interpréter comme on veut, l'ALR périmédulaire n'est pas contre-indiqué si le traitement substitutif administré pour le geste chirurgical permet de ramener le taux de facteur au-dessus des seuils hémostatiques de sécurité. Donc ça veut dire que si on doit faire un traitement substitutif pour la chirurgie ou pour l'accouchement, eh bien on peut l'utiliser pour faire l'ALR périmédulaire. Ce qui est important, c'est qu'il faut que la ponction elle soit faite par un expert, si possible unique, et j'ai rajouté l'écho-repérage qui, vous savez, diminue le risque d'échec de nombre de poses et améliore la facilité de pose de l'arachie ou de la péridurale. En obstétrique, il y a deux phrases. Si les seuils hémostatiques sont atteints, parce que vous savez que tout augmente pendant la grossesse, à peu près tous les facteurs, soit par un traitement, ça veut dire qu'on peut substituer donc on substitue pour l'accouchement, mais donc du coup on pourrait substituer pour la péridurale. L'hémostase est assurée, quel que soit le type d'anesthésie. Il propose d'effectuer un dosage au dernier trimestre de la grossesse, et selon le dosage, on verra ce qu'on fait en termes de substitution. Toujours ponction experte, toujours éco-repérage, et attention, la précaution de seuil hémostatique concerne la pose du cathéter, mais aussi le retrait du cathéter. Et pour l'ALR périphérique, alors là, c'est premièrement l'anesthésie péribulbaire est contre-indiquée. Et puis, c'est un peu, si on corrige le déficit pour la chirurgie, on peut faire une ALR périphérique, bien sûr, éco-repérage, mais corriger le déficit juste pour faire un bloc périphérique, ça doit être argumenté. Donc, c'est là où on continue la discussion avec les anesthésistes. On a le diagnostic, le patient a été vu, alors idéalement, parce que c'est très collégial, idéalement, ça a été fait en amont. On a eu le temps, justement, de les voir en hémostase, de faire le bilan. Des fois, c'est en urgence et bien sûr, on tâchera de vous répondre quand même, mais voilà, si on peut prévoir, c'est mieux. Pour la prise en charge, donc beaucoup de choses sont dans le PNDS. On va prendre en compte la clinique, et j'ai mis plein de plus parce que je suis médecin biologiste, mais c'est la clinique qui prime avant tout. On va vraiment baser la décision de prise en charge sur la clinique. On va tenir compte du risque hémorragique, du geste, de l'anesthésie, du risque thrombotique, des comorbidités du patient aussi, et bien sûr de la biologie qui des fois nous aide pas tant que ça. Donc quand même, on garde en tête que c'est la clinique et que c'est vraiment hyper important pour pouvoir décider. L'adaptation, elle va toucher le geste et le type d'anesthésie, le type de prise en charge. Est-ce qu'on peut faire ça en ambulatoire? Est-ce qu'il faut hospitaliser? Bien sûr, on va vous dire de faire une hémostase locale. On adore l'acide tranexamique. On substituera s'il y a besoin. On va voir après. Si on substitue, forcément, on hospitalise en général et on fait une surveillance clinico-biologique. La biologie, c'est essentiellement quand même l'hémoglobine, mais si on a substitué, pour adapter le suivi, on va s'appuyer sur des doses de dosage de résiduel du facteur pour bien adapter les doses des injections suivantes. Et on n'oublie pas que s'il y a une thromboprophylaxie nécessaire, il faut y penser et il faut la faire. Alors, je vous ai listé là les facteurs dont on dispose. Donc, on a de la chance, on a quasiment tout. Soit des concentrés de facteurs spécifiques. Et pour ceux, alors on n'a plus elle ne marche plus, mais pour ceux où on n'a pas de facteurs spécifiques, en gros, c'est le 2, le 5, le 10. On peut quand même utiliser les complexes prothrombiniques. Le facteur 5, il y en a aussi dans les plaquettes, dans les granules, donc ça peut aider.
Et c'est la plupart du temps donné en unités kilo en fonction du taux du patient et de la cible escomptée. En général, pour les déficits sévères, on tourne autour de 30-40 unités kilo et on adapte les injections suivantes en fonction des dosages en résiduel. Pour tous les facteurs, on peut bien sûr utiliser du plasma. L'inconvénient du plasma, c'est que ce n'est pas concentré, donc il faut des gros volumes, ce qui n'est pas toujours possible. En général, 10 à 20 ml kilo, et en gros, on dit qu'on récupère environ 1% d'activité pour 1 ml kilo. Alors, pour finir, ça va ? On va faire 2 petits cas cliniques. Pour voir un peu la vraie vie, ça c'est un cas qu'on a eu récemment, pour voir un peu ce que vous feriez comme ça après cette présentation. Donc là, c'est une patiente enceinte, 32 semaines, on la voit en consultation d'anesthésie. C'est sa 2e grossesse et elle a eu une césarienne en 2022 sous péridurale, sans problème, elle n'a pas saigné. Et en fait, au cours de son bilan pendant sa grossesse en fin 2021, elle avait un TC retrouvé allongé à 1,29, donc on a dosé les facteurs et on a retrouvé un facteur 11 à 32%. Pardon. Donc vous voyez, j'ai mis le tableau avec la première grossesse. À 26 semaines, en 10-2021, elle avait 32% de facteur 11. Vous avez la suite des dosages pendant la grossesse antérieure. Vous voyez qu'on l'a dit, le facteur 11, il ne bouge pas au cours de la grossesse. Voilà. Et puis là, on se retrouve avec une 2e grossesse et le dosage de facteur qu'elle a eu quelques semaines avant était à 34%. À 27 semaines, on la voit à 32 semaines. Alors, sur ce tableau de déficit en facteur 11, qui ferait une péridurale ? D'accord. Alors, qui ferait une péridurale sans demander avis hémato ? Voilà. Donc, ouais, d'accord. Donc, vous demandez quasiment tous un avis hémato, même si pour confirmer le fait que vous pensez qu'a priori, elle peut avoir une péridurale. Est-ce que vous pensez qu'il faut faire un autre dosage pendant la grossesse ? Oui, la moitié à peu près. D'accord. Et est-ce qu'à ce taux-là, bon, maintenant vous avez la réponse qu'on a mis précédemment, disons, si vous n'aviez pas assisté au topo, à 34%, est-ce que vous auriez pensé qu'il fallait une substitution ? Non. D'accord. Donc en fait, cette dame, elle a eu un autre dosage au cours de la grossesse à 36 semaines qui était à 34%, donc ça confirme un peu bien que ce taux de facteur 11 est stable. Et donc, qu'en penses-tu, Cécile ? Alors moi, j'aurais 3 questions. Pour la première question, j'aurais d'abord demandé si elle était symptomatique, s'il y a une histoire hémorragique, s'il y a un interrogatoire contributif. Et là, Marie m'aurait répondu oui, que cette dame ne saignait pas, qu'elle avait déjà été opérée, je crois. Donc on était tranquille sur l'aspect absence d'histoire hémorragique. Donc déjà, penchant pour autoriser l'anesthésie leucorégionale. En plus, elle est au-delà de 30% de facteur 11. Donc moi, j'aurais dit oui. Et j'aurais dit de ne pas refaire un dosage parce que ça ne bouge pas, on le sait, elle en avait déjà eu pas mal. Et que sachez qu'on a quand même une incertitude en biologie et que, bon là c'était 34, mais un 32, ça peut être 29 et que vous pouvez vous mettre dans la mouise pour rien. Si votre clinique est vraiment bien cerné, un bon interrogatoire, et en plus chez quelqu'un qui a déjà des dosages auparavant, je n'aurais pas tenté le diable et je n'aurais pas demandé un 2e dosage, surtout qu'on était déjà fin du 2e trimestre, début du 3e trimestre. Dernier cas clinique, enfin 2e et dernier, c'est un enfant, 3 ans, il vient pour des amygdales, il n'a pas d'antécédents personnels et familiaux, il marche sans hématome, et donc il a eu un bilan d'hémostase avant sa chirurgie, et on retrouve un TCA allongé à 1,4, ce qui semble assez fréquent, tu me disais. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? Donc là, on a souvent les anesthésistes, pour des cas un peu plus compliqués, mais là, un TCA allongé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est très probablement, oui, c'est la médialectomie, donc très probablement il a un ACC, mais nous, on ne donne pas notre feu vert sur un TCA allongé si on n'a pas les taux de 8, 9, 11, donc il va falloir les doser. Donc on en profite, soit c'est fait en ville, soit c'est fait à l'hôpital, là on s'adapte un petit peu aux conditions. Des fois, nous, c'est beaucoup des enfants qu'on voit de ville où l'intervention a été repoussée. Mais sans taux de 8, 9, 11, moi, je ne peux pas me prononcer, même s'il n'y a pas d'histoire hémorragique.
Non, ce que tu veux dire, c'est que souvent, moi je ne suis pas de pédiatrie, mais ils ont des inflammations, des infections, et c'est pour ça qu'ils ont souvent un anticoagulant circulant. Oui, souvent. Les petits, en plus les amygdalectomies, mais chez le tout venant, hein, là, depuis le Covid, avant les ACC chez les adultes, c'était un petit peu par période, l'automne, tout ça, mais là, on a une quantité d'ACC, je ne sais pas, tout le monde est malade. Donc un TCA long, ce n'est pas parce qu'on vous dit qu'il y a un anticoagulant circulant que ça exclut un déficit sous-jacent. Donc on ne peut pas répondre tant qu'on n'a pas les facteurs. Donc en conclusion, les déficits constitutionnels rares de la coagulation, ça pose des difficultés de diagnostic, parce que ces patients peuvent être asymptomatiques et on a eu un bilan qui est perturbé, parce qu'il y a un vrai déficit mais le patient est peu ou pas symptomatique, parce que vous avez un patient avec un interrogatoire positif et qu'il n'y a pas de diagnostic posé. Donc c'est vraiment l'importance de l'interrogatoire qui est mis en avant, parce que ça va aider à faire idéalement une consultation adaptée. Et vous, vraiment, à la consultation qui est très courte, vous devez vous aider du score pour pouvoir cibler ces patients. Le diagnostic biologique, on a vu, il peut y avoir quand même des problèmes d'accessibilité, de délai, d'interprétation. Et au final, cette prise en charge, elle sera largement collégiale, mais aidée de tous ces éléments-là. Et je voudrais juste prendre 30 secondes, même pas. Ce PNDS, il est sorti en 2021 et dans le cadre de notre société française hémostase thrombose, le ex-GFHT, on a un groupe de travail sur les déficits rares et on voudrait connaître l'impact de ce PNDS et l'impact sur vos pratiques. Et on se propose de faire une étude prospective, mais là on a commencé par un questionnaire donc vous avez le QR code et on a l'autorisation de l'envoyer par la mailing list du MAPAR, donc on va vous l'envoyer. Si ça prend, je pense, 5 à 10 minutes. Si vous avez la gentillesse d'y répondre, ça nous aidera à avoir un état des lieux de vos pratiques actuelles, de votre connaissance de ce PNDS. On fera ensuite une étude. Merci.